Une production Stéréolab. Avant de démarrer le dernier épisode de cette saison, je souhaitais vous prier d'excuser l'irrégularité des publications depuis quelques mois, ou plutôt quelques années. Ce podcast est ma cour de récré et mon travail me laisse de moins en moins de temps libre. Cependant, si vous souhaitez m'encourager à poursuivre cette série, il y a un truc tout simple qui ne vous prendra que quelques secondes, c'est de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de le recommander autour de vous. Je sais, c'est un peu la rengaine dans le milieu du podcast, mais c'est une habitude qui se perd. Pourtant, croyez-moi, c'est extrêmement gratifiant d'avoir un retour de ses auditeurs. On a coutume de dire que tout travail mérite salaire. Dans le cas présent, vos messages sont ma seule rémunération. Alors merci d'avance pour votre soutien et bonne écoute. La lettre, elle est partout. Tout le monde en a besoin pour des usages différents. Soit il faut que ça soit fonctionnel, soit il faut que ça soit beau, soit il faut que ça soit les deux. Maintenant, je me retrouve avec un métier où le matin, je peux peindre une devanture. L'après-midi, je peux aller graver au Panthéon. Et le soir, je peux faire de la calligraphie pour un défilé de mode. C'est assez dingue, quoi. Bonjour et bienvenue dans Travail Soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Aujourd'hui, je vous conduis dans l'atelier de Victor Baer, calligraphe, graveur et peintre en lettres, fraîchement installé dans une rue tranquille du 12e arrondissement de Paris, un repère de l'artisanat et des métiers d'art à 2 pas de la Bastille. Bonjour Victor, vous allez bien ? Ça va et vous ? Bienvenue. Ça a changé depuis que je suis venu là. Un petit peu, les travaux se finissent, donc on est en plein rangement. Je pense avoir découvert le travail de Victor sur Instagram, mais je l'avais probablement déjà vu dans la rue, car l'attrait grandissant pour l'artisanat et la touche vintage qu'apportent les enseignes peintes à la main ont fait exploser son carnet de commandes. Mais n'allez pas croire que le travail de Victor se résume aux devantures des commerces chics et restaurants trendy de la capitale, car sa passion pour la lettre s'exprime par de multiples techniques sur différents supports, dans des domaines très variés. Ici, on arrive dans l'atelier de peinture en lettres. On est spécialisé dans la réalisation d'enseignes et lettrages faits à la main. Donc c'est au pinceau avec de la peinture et on vient vraiment dessiner la lettre. On fait que le travail de préparation quasiment à l'atelier. Ensuite, on vient vraiment peindre les lettres directement sur les enseignes des devantures de magasins pour les commerces, les hôtels, les restaurants. On vient faire un dessin sur papier à échelle 1/10 par exemple. On l'imprime à taille réelle. On fait un poncif, donc on vient faire des petits trous tout autour des contours des lettres. Et ça, on le place sur l'enseigne pour avoir le bon emplacement et on passe de la poudre à travers. J'ai rien inventé, c'est une technique de Léonard de Vinci. Ça nous permet d'avoir le tracé bien positionné sur la façade et après, entre guillemets, on n'a plus qu'à remplir. Voilà, donc une grosse majorité du travail qui se fait sur place et une préparation qui est en atelier. Et dans cet atelier règne l'ordre et le calme, propice au travail méticuleux de Victor, qui accorde un soin particulier à ses outils, à commencer par ses pinceaux en poil de martre. Le poil de martre, là, quand on vient bien le brosser, ça fait une brosse carrée au bout, et ça nous permet d'avoir des lettres qui sont vraiment bien affûtées. On dit affûter le pinceau quand on le prépare. Donc c'est-à-dire que là, moi, je vais mettre de la peinture dans un gobelet, je la mélange, je la dilue pour avoir la bonne dilution et que ça soit assez fluide à appliquer. Et ensuite, je vais paleter le pinceau dans le gobelet. Et une fois que j'ai la bonne texture et la bonne proportion de peinture sur le pinceau, je viens me mettre sur le support et je peins la lettre. Voilà. Il y a différents pinceaux, différentes tailles, avec des poils plus ou moins longs suivant ce qu'on a à faire. L'avantage d'avoir des poils longs, c'est que ça fait un réservoir de peinture. Plus on a des poils longs et plus on fait des lettres qui sont assez grandes. Par contre, c'est un peu plus difficile à manier, parce que le pinceau, il faut qu'il tourne dans les doigts pour les courbes, pour les attaques, pour les finitions de lettres, pour qu'on finisse sur des pointes. Et plus le poil est long et plus c'est sensible à maîtriser. L'avantage de peindre ça à la main avec des pinceaux, il y a la texture de la peinture, comment elle est appliquée au pinceau, si on fait 1 passage, 2 passages, 3 passages, ça vient donner une texture, une matière, il y a un brillant, forcément on le voit tout de suite, la lumière elle accroche dessus et on vient donner un cachet unique. Nous on travaille énormément avec des peintures glycéro, émaillé, donc c'est un mélange white spirit, parce que ça c'est vraiment ce qui tient très bien dans le temps pour des enseignes. On travaille aussi quand même avec de l'acrylique qui est quand même beaucoup plus saine pour l'environnement, mais ça on le fait plus pour des travaux d'intérieur pour l'instant. Il y a un renouveau et tant mieux parce que c'est un métier qui a failli disparaître. Il y a 10 ans, on n'était vraiment pas en train de tenir le même discours et ça fait plaisir de voir que ce renouveau il attire beaucoup de jeunes
C'est sûr que l'aspect manuel, combiné aussi les savoir-faire graphiques qu'on a avec l'outil numérique et le transposer avec du savoir-faire technique qu'on a à la main, ça attire beaucoup les jeunes. Ouais. Donc c'est une bonne chose et ça redonne un nouveau souffle au métier. Et en effet, le métier attire des jeunes. Lors de ma visite, Anna, stagiaire à l'atelier de Victor après ses études aux Beaux-Arts, effectuait ses gammes en peignant des lignes de bâtons et de courbes avec une rigueur extrême. Des exercices longs et fastidieux, mais indispensables pour maîtriser le pinceau et acquérir le geste. Victor est passé par là, bien entendu, alors qu'il ne se destinait pas initialement à ce métier. Alors la lettre, c'est vraiment une rencontre du hasard pour moi, parce que je m'étais destiné à être tailleur de pierre. J'ai fait ça pendant 2 ans, et ça me plaisait bien, mais le côté créatif n'était pas encore assez présent, et j'en ai discuté avec mes profs à l'époque, qui m'ont orienté vers la gravure sur pierre, et ils m'ont recommandé une école qui était encore en activité à l'époque, et c'était juste 1 année de formation, mais ça m'a complètement changé, et j'ai dit, en fait, plus que le matériau, c'est les lettres qui m'intéressent. Et donc après cette formation, j'ai continué à prendre des cours de calligraphie et dessin de lettres. Et j'ai pas lâché ça. Et en fait, c'est pendant ces cours que j'ai entendu parler de lettres peintes. J'ai commencé à m'en renseigner. Je suis tombé sur un documentaire qui a été fait en 2014 sur des peintres en lettres aux États-Unis. Ça a été une révélation et c'était parti, quoi. Pour compléter son apprentissage, Victor enchaîne les cours particuliers et se forme dans divers ateliers en Bretagne, en Belgique et en Angleterre pour intégrer la communauté des peintres en lettres. Tout le monde se connaît, on regarde le travail de tout le monde, on se dit tiens, il a développé de nouvelles techniques, oh là, là-dessus il a bien progressé, il va falloir suivre. C'est agréable, on se challenge les uns les autres et c'est plutôt agréable de voir que le métier il est tiré vers le haut. Du fait que la demande grandit, les savoir-faire reviennent, on est en recherche de techniques qui ont disparu, de comment les adapter aussi aujourd'hui avec les outils numériques pour y gagner du temps, des économies de coûts aussi pour les clients, parce que en fait on passe après 20 ans d'enseignes à bas prix, de poses de stickers à 150 €, alors que nous on peut pas pratiquer ces prix-là. C'est sûr qu'on a du travail main, on a beaucoup de préparation, ce que les gens imaginent pas forcément quand on est sur site. Ils me font ah vous avez réussi à faire ça dans l'heure, bah oui mais en fait, c'est pas grand-chose, mais parce qu'on s'est exercé pendant des années pour avoir le geste parfait, on a préparé tout ça en atelier en amont, donc ça permet d'être efficace, quoi. Mais le premier métier de Victor, c'est la pierre, qu'il grave, tout comme le bois et le verre, dans l'espace qui jouxte l'atelier de peinture. Un métier millénaire qui se trouve aujourd'hui dans la situation de la peinture en lettres il y a 25 ans, et dont Victor espère le même retour au premier plan de l'artisanat. Voilà, des gravelets de graveur. Donc là, ceux-là, ce sont des ciseaux acier qui ont été forgés main. Et ça, c'est des outils qui se transmettent de génération de graveurs en génération parce que ça ne se fait plus. En fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des outils qui sont plutôt faits de manière industrielle dans des moules. Et on n'arrive pas à avoir la finesse de ces outils qui nous permet de graver des lettres assez profondément. Donc ça, c'est des outils très précieux pour moi et ça m'a été transmis en partie par des graveurs qui m'ont enseigné leur savoir. Ça apporte beaucoup. Ça s'affûte avant et pendant chaque travail. Il s'agit de le faire sur une petite pierre diamantée, je peux vous montrer. Ça, c'est une briquette diamantée. Et donc, il suffit simplement, mais il faut avoir le bon geste, c'est de choisir l'inclinaison toujours régulière, de ne pas trop appuyer. Et de venir affûter en tirant. Et en fait, juste ça, ça permet de révéler la courbe du ciseau. Voilà. Et donc là, après, sur de la pierre calcaire, on ne peut pas dire que ça s'use beaucoup, mais il y a des pierres qui usent un peu plus les ciseaux que d'autres. Quand c'est bien entretenu, ça dure très longtemps et voilà. Le ciseau du graveur sur pierre a ceci de particulier que son manche est assez épais pour une bonne prise en main, alors que l'extrémité réservée à l'impact de la massette est assez fine. A l'inverse, la massette tronconique, dite massette portugaise, est épaisse et circulaire pour assurer une frappe constante. Voir Victor travailler est un spectacle fascinant à mesure que les coups de ciseaux révèlent la lettre comme si elle était déjà présente dans la pierre. L'exercice laisse évidemment peu de place à l'improvisation comme à l'erreur, mais le geste acquis depuis des années est aussi sûr qu'efficace. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et à un moment, il faut quand même réfléchir à transmettre et donner ce savoir-faire parce que, mine de rien, même si on est un petit nombre qui grandit en France,
Sur la gravure sur pierre, par exemple, c'est pas le cas, et je sais que c'est un savoir-faire qui pourrait être amené à, pas à disparaître, mais à devenir vraiment extrêmement niche et peu connu du grand public, alors que ça mérite d'être vu, quoi. On est sur une technique qui a quand même 2000 ans et ça n'a pas changé. On est toujours avec du ciseau forgé à la main, une massette, et il nous faut un crayon et un bout de pierre, et c'est fini, quoi. Ça serait dommage que ça traverse pas encore quelques générations, ouais. La lettre, elle est partout. Tout le monde en a besoin pour des usages différents. Soit il faut que ça soit fonctionnel, soit il faut que ça soit beau, soit il faut que ça soit les deux. Mais le nombre d'applications qui correspond à ça, il est énorme. En fait, c'est infini. Je pense que c'est ça le truc. C'est que la lettre, comment une simple forme qui véhicule le même message fonctionnel, elle dégage en subjectivité, en inconscient, une panoplie d'émotions différentes suivant la forme qu'on vient de lui donner. Et ça, c'est vraiment juste l'œil de la personne qu'on vise qui va juger ça. C'est de l'inconscient, c'est de l'art invisible presque. C'est ça la beauté de ce qu'on fait, c'est de l'art invisible. Il y a des différences entre plein d'ailiers qui sont assez nettes, qui sont marquées, qui doivent être régulières entre toutes les formes de lettres et toutes les lettres pour qu'il y ait une harmonie de l'alphabet. Dès qu'on vient graisser un petit peu trop à un endroit, ça se voit tout de suite, mais on parle de rien, hein. On parle de 5-10%, c'est déjà trop. On le ressent et sur certaines formes, ça pardonne pas, quoi. L'œil novice, il va voir qu'il y a quelque chose qui va pas. Il va pas forcément trouver d'où vient le défaut. Il y a effectivement en fait des lettres, par exemple style bâton sans sérif, c'est le plus impardonnable. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur sur ce type de lettres parce que le moindre écart, la moindre grosseur de lettre ou courbe un peu exagérée, elle se voit tout de suite. Et ça, c'est un des styles les plus durs. Alors que c'est le plus simple graphiquement parlant à voir, pas à faire. La différence, elle est là. Donc quand il y a des empattements triangulaires, des choses comme ça permet de masquer quelques défauts. On voit d'ailleurs que il y a beaucoup plus d'aisance sur ce type de lettres. Sur les anciens travaux, ça se ressent en fait dans les coups de pinceau ou des coups de ciseaux d'ailleurs des anciens graveurs et peintres. On voit que ça permettait de structurer le travail, quoi. Il y a toujours des lettres un peu plus complexes, mais je pense que ça c'est propre à chaque typographe, calligraphe, graveur, peintre en lettres. Il y a des fois, il faut en fait travailler ses faiblesses. Donc, à force de travailler ses faiblesses, on finit par en faire des forces. Et effectivement, des lettres qui peuvent paraître compliquées comme le S, au final, moi, c'est une des lettres que je préfère parce que tout est en courbe, il faut que tout soit tendu. Et c'est un plaisir à faire. Une fois qu'on a compris comment maîtriser le pinceau ou le ciseau pour l'amener bien, c'est du bonheur, quoi. Au final, c'est plus des lettres qu'on fait rarement, comme des W, des X. Trouver le bon équilibre sur ces formes de lettres-là, pour moi, c'est un peu plus contraignant parce que c'est pas des lettres que je fais souvent, quoi. Un X bien équilibré, c'est pas si simple. On veut avoir des formes pour qu'il y ait un peu plus d'air dans le bas du X que dans le haut pour qu'il se maintienne, qu'il ait de la stature. Mais si on le fait trop large, il est pas élégant. Donc on a envie de resserrer, mais tout d'un coup, ça lui donne une grosse tête. Faut bien jongler avec ça et c'est que de la subtilité. Je pense que j'aurais pu peut-être me lasser à un moment de mon métier si j'avais choisi la voie classique. Ça aurait été vraiment un peu plus compliqué. Je pense parce qu'on trouve le côté répétition du travail, alors que là, la diversité de ce que j'ai choisi, entre la gravure sur pierre, sur bois, sur verre, la calligraphie, la lettre peinte et la dorure, tout ça autour de la lettre, mais ça fait beaucoup de compétences différentes. Maintenant, je me retrouve avec un métier où le matin, je peux peindre une devanture, l'après-midi, je peux aller graver au Panthéon, et le soir, je peux faire de la calligraphie pour un défilé de mode. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Il n'y a qu'à se promener dans Paris, mais pas seulement, pour voir à quel point la lettre peinte a réinvesti nos centres-villes. Mais si on est attentif, on remarque des témoignages anciens de cet artisanat qui s'inscrit dans le temps long. La rue, c'est là que Victor exerce souvent son métier. Vous pouvez le croiser, parfois perché sur son escabeau, patient et minutieux, à rebours de nos vies modernes et de l'agitation de la ville qui l'entoure. Quand je me balade à vélo, ça m'arrive plein de fois de découvrir des rues dans lesquelles je suis jamais passé. Je vois une devanture alors que je suis en train de rouler à 25-30 à l'heure, je fais demi-tour, je m'arrête, je la prends en photo, je regarde tous les détails, je me dis c'est incroyable que ce soit là, ça date de quand, ça peut être des années 30, 40 et
ça n'a pas bougé, quoi. Ça, c'est fabuleux, ouais. Ça fait plaisir aussi d'avoir des exemples de devantures qui sont là, en fait, depuis plus de 50 ans et de dire aux clients, vous voyez, ce qu'on vous propose, ça tient dans le temps. C'est pas quelque chose qui va craqueler comme un adhésif dans 5 ans parce qu'il est exposé plein sud et il va fadir avec le soleil. C'est peut-être notre meilleure publicité, c'est de montrer à quel point notre savoir-faire il est durable dans le temps. Donc pour ça, Paris, c'est en même temps un terrain de jeu, une source d'inspiration, une carte postale, il y a tout. En fait, c'est la ville où j'ai pu vraiment réunir toutes les conditions nécessaires à mon épanouissement de travail, on va dire ça comme ça. Dans le travail, dans mon métier, quand je suis sur chantier, je suis complètement dans ma bulle et je me rends pas compte que je suis presque dans un monde parallèle à faire des choses à la main à l'ancienne, alors qu'on est dans un monde ultra numérique où tout va vite et nous on est là avec la beauté du geste lent mais précis. Il y a des gens où clairement ils sont au téléphone, les AirPods dans les oreilles, à marcher vite et d'un coup, attends, je te rappelle, et ils s'arrêtent, ils décrochent et c'est incroyable. Ça fait plaisir aussi de se dire on est là pour un peu temporiser ce monde qui va super vite, ramener les gens à des beautés simples, des savoirs manuels, quoi. Il y a beaucoup de métiers manuels qui sont invisibles parce qu'ils sont dans des ateliers sur cours ou en banlieue super loin avec des savoirs exceptionnels, mais c'est pas visible du grand public. Nous, on a cette chance-là, mais aussi un peu une responsabilité d'un côté, c'est de montrer qu'on peut encore faire les choses bien, à la main. La rue, il n'y a pas meilleur espace d'expression, j'ai envie de dire. La satisfaction dans le métier, je pense que c'est... Il y a 2 moments. C'est quand je suis sur le chantier même et que je comprends qu'il y a un instant où je fais « Ok, ça y est, là, toutes les problématiques possibles qu'il pouvait y avoir sur ce chantier, je les maîtrise et je sais que tout ce qui reste, ça va découler tout seul. Là, ça y est, c'est bien. » Il y a une satisfaction alors que le travail n'est pas fini. Mais il faut quand même rester vigilant parce que se dire l'erreur est toujours possible. Et une fois que c'est abouti, que je sais que j'ai bien travaillé, que le résultat est là, que le client le voit et que je rentre tranquillement chez moi ou à l'atelier pour repartir sur le chemin de retour, c'est le petit bonheur à vélo, un petit soleil avec ça et c'est très bien. Le travail de Victor s'apparente à une quête insatiable de l'excellence du geste où, paradoxalement, l'imperfection humaine apporte une vibration particulière qui rend la technique émouvante. S'il est possible d'estimer sa marge de progression, il est sans doute plus difficile d'être conscient du moment où l'on est en pleine maîtrise de son art, une incertitude qui ne manque pas de charme. C'est exactement ça, le mariage de l'imperfection et de la recherche de perfection. L'imperfection, on l'a parce qu'on est humain. Elle sera toujours là, l'imperfection. Donc nous, on est en recherche de perfection, qui n'arrivera jamais. Mais c'est cette combinaison des deux qui fait qu'on arrive à un moment à se dire « Ok, là, on est à un niveau suffisant pour accepter que l'imperfection qui est présente ajoute une plus-value. Si on est en dessous, ça dévalue le travail. » Voilà. Donc il y a une limite. À un moment, on peut se dire « Là, on est dedans. Au-dessus, si on est encore plus perfectionniste, c'est bien. Et trop perfectionniste, c'est la machine. » Voilà. Donc à la main, je sais que la perfection, elle est impossible. Et je le vois avec d'autres professionnels que je respecte, qui sont bien plus talentueux que moi. En fait, je vois d'abord l'ensemble et je me dis, c'est incroyable la perfection. Et puis quand on regarde en détail, on se dit, ok, mais ça, moi, je suis incapable de faire ce qu'il a fait, mais je vois qu'il y a ce défaut-là. Et en fait, ce petit défaut, c'est ce qui crée le charme, la patte presque de l'artisan, quoi. Et cette vibration-là, je pense qu'il pourrait se transposer, de dire, j'essaye de faire au mieux et que ça paraisse vraiment le plus léché et impeccable possible, mais c'est jamais le cas, il y a toujours un tout petit défaut et heureusement. Je pense que je pourrais très bien continuer à faire ce métier jusqu'à la fin de mes jours et changer de voie aussi. En fait, tout est possible, quoi, mais je pense que ça serait plus une évolution, en fait. Je sais que là, pour l'instant, je suis encore sur le côté artisan et à la limite de l'artisan d'art. Et que le côté artisan d'art pourrait encore se développer et que ça pourrait amener sur de l'artistique. J'ai que 31 ans, je sais qu'il me reste encore pas mal d'années et les évolutions, elles sont encore grandes. Si on veut apprendre tout au long de sa vie, on apprend tout au long de sa vie. Moi, je pense qu'il me faudrait 4 vies pour faire tout ce que j'ai envie de faire et d'apprendre et d'expérimenter. En plus de, à côté de ça, travailler, monter une entreprise, développer un réseau de clients et de partenaires. Enfin, c'est encore d'autres métiers à côté. Donc ouais, on apprend toute sa vie, ça c'est sûr. Est-ce qu'à un moment, je sentirais que je suis au summum ? Je sais pas. J'espère pas. J'espère pas.
Un grand merci à Victor et Chloé pour leur accueil et leur patience. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, Threads et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.